Le 23 septembre 2004, Michel Lemaire, âgé de 35 ans, et ses deux filles, Emma, 8 ans, et Chloé, 10 ans, ont disparu sans laisser de traces de leur domicile de la rue des Amidonniers, dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse. Ce qui semblait être une banale affaire de garde d'enfants s'est transformé en l'une des enquêtes les plus troublantes de la police toulousaine. 7 ans plus tard, en mai 2011, un voisin agonisant a fait une confession qui allait enfin révéler la vérité derrière cette disparition mystérieuse. Mais ce que Jean Petit, 69 ans, a avoué sur son lit de mort a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Pendant toutes ces années, il avait gardé le silence sur un secret qui hantait ses nuits. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires criminelles réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Pour comprendre les événements tragiques de septembre 2004, il faut remonter 2 ans plus tôt, quand Michel Lemaire et son épouse Isabelle ont entamé une procédure de divorce particulièrement houleuse. Michel, ingénieur civil de formation, travaillait pour une entreprise de BTP toulousaine depuis 10 ans. Isabelle, infirmière à l'hôpital Purpan, avait suspendu sa carrière après la naissance de Chloé en 1994, puis d'Emma en 1996. Leur mariage, célébré en 1993, avait commencé sous les meilleurs auspices. Le couple s'était installé dans une maison mitoyenne de la rue des Amidonniers, une artère calme du quartier Saint-Cyprien, sur la rive gauche de la Garonne. Leurs voisins décrivirent Michel comme un homme discret, mais affable, passionné de bricolage et très présent auprès de ses filles. Isabelle était perçue comme une mère dévouée, peut-être un peu possessive, qui avait du mal à accepter que ses filles grandissent. Les premiers signes de tension sont apparus vers 2001. Michel reprochait à Isabelle son caractère de plus en plus contrôlant, tandis qu'elle l'accusait de passer trop de temps au travail et de négliger sa famille. Les disputes étaient devenues quotidiennes, souvent devant les enfants, créant une atmosphère pesante dans le foyer. C'est Isabelle qui a demandé le divorce en février 2002, réclamant la garde exclusive des 2 fillettes. Elle affirmait que Michel était un père irresponsable et qu'il présentait des troubles du comportement. Michel, de son côté, soutenait qu'Isabelle tentait de monter les enfants contre lui et qu'elle était devenue psychologiquement instable depuis qu'elle avait arrêté de travailler. La procédure de divorce s'est étalée sur près de 2 ans et demi, rythmée par des audiences houleuses au tribunal de grande instance de Toulouse. Maître André Girard, l'avocat de Michel, se souvient encore de l'acharnement d'Isabelle à vouloir écarter totalement le père de la vie de ses filles. Madame Lemaire était dans une logique de guerre totale, expliquait-il plus tard aux enquêteurs. Elle multipliait les accusations sans fondement, négligence, violence psychologique, voire soupçon d'attouchement. Chaque allégation était systématiquement écartée par l'enquête sociale, mais elle recommençait sans cesse. L'enquête sociale menée par les services du tribunal avait pourtant été formelle. Michel Lemaire était un père aimant et responsable. Les fillettes, interrogées séparément par la psychologue judiciaire, avaient exprimé leur souhait de vivre tantôt chez leur père, tantôt chez leur mère. Aucun élément ne permettait de remettre en question les capacités parentales de Michel. Au contraire, plusieurs témoins avaient fait état du comportement de plus en plus erratique d'Isabelle. Sa sœur Martine avait confié à l'assistante sociale qu'Isabelle ne supportait pas l'idée que Michel puisse refaire sa vie et qu'elle préférerait voir les petites mortes plutôt que dans les bras d'une belle-mère. Cette phrase, prononcée lors d'une dispute familiale à Noël 2003, allait prendre une résonance particulièrement sinistre quelques mois plus tard. Le 15 juillet 2004, le juge aux affaires familiales a rendu sa décision. Le divorce était prononcé au tort partagé, et la garde des enfants était confiée en alternance aux 2 parents, une semaine chez le père, une semaine chez la mère. De plus, Michel conservait le domicile conjugal de la rue des Amidonniers, Isabelle devant déménager dans un appartement qu'elle avait loué boulevard de Strasbourg. Isabelle avait accueilli cette décision dans un silence glacial.
Sortant du tribunal, elle avait lancé à son ex-mari « Tu crois que tu as gagné, Michel? On verra bien qui aura le dernier mot. » L'été 2004 s'est déroulé dans une tension palpable. Isabelle avait emménagé dans son 2 pièces du boulevard de Strasbourg, mais elle multipliait les prétextes pour revenir rue des Amidonniers quand c'était au tour de Michel d'avoir les enfants. Elle prétextait avoir oublié des affaires, vouloir récupérer des documents ou simplement voir comment allaient ses filles. Michel tentait de préserver un climat serein pour Emma et Chloé, mais il commençait à craquer. Il avait confié à son frère Laurent qu'Isabelle devenait vraiment dérangée et qu'il envisageait de demander une modification du jugement pour obtenir la garde exclusive. Jean Petit, le voisin retraité qui habitait la maison mitoyenne, observait ses allées et venues avec une inquiétude croissante. Cet ancien employé de la SNCF, veuf depuis 2001, avait toujours entretenu de bons rapports avec la famille Lemaire. Il gardait parfois les petites quand Michel devait s'absenter pour le travail. Monsieur Michel était au bout du rouleau. Devait-il confier 7 ans plus tard? Il me disait qu'Isabelle le harcelait jour et nuit, qu'elle appelait même son patron pour raconter n'importe quoi sur lui. Elle voulait le détruire professionnellement aussi. La dernière semaine d'août 2004, Isabelle avait fait une crise particulièrement violente. Elle était venue chercher les filles un dimanche soir et avait découvert que Michel avait invité une collègue de travail, Sylvie, à déjeuner. Bien que cette dernière soit repartie depuis longtemps et que la relation entre Michel et elle soit purement amicale, Isabelle était entrée dans une rage folle. « Tu oses déjà amener tes putes devant mes filles ?» avait-elle hurlé sur le trottoir, réveillant tout le voisinage. « Tu vas voir ce que ça coûte de me prendre pour une imbécile !» Michel avait tenté de la calmer, mais Isabelle était repartie en claquant la portière de sa Citroën Xsara, emmenant Emma et Chloé en pleurs. Le jeudi 23 septembre 2004 marquait le début d'une nouvelle semaine de garde pour Michel. Selon l'accord, Isabelle devait ramener les fillettes à 18h30 rue des Amidonniers. Cette routine, établie depuis juillet, s'était toujours déroulée dans une atmosphère tendue, mais sans incident majeur. Michel était rentré du travail vers 17h30. Il avait préparé le goûter préféré des filles, des tartines de Nutella et des compotes de pommes, et installé leur cartable dans l'entrée. Emma entrait en CE2 et Chloé en CM1 à l'école primaire du quartier. Leurs cahiers étaient déjà prêts pour le lendemain. À 18h45, Isabelle n'était toujours pas arrivée. Michel avait tenté de l'appeler sur son portable, mais il tombait directement sur la messagerie. À 19h15, inquiet, il avait appelé chez elle. Pas de réponse non plus. C'est alors qu'Isabelle s'était garée devant la maison, au volant de sa Citroën Xsara grise. Les petites étaient à l'arrière. Emma avec son sac à dos rose, Chloé serrant contre elle la peluche lapin qu'elle emportait partout. Mais quelque chose clochait dans l'attitude d'Isabelle. Elle était restée au volant, moteur allumé, et avait simplement fait signe aux filles de descendre. « Allez-y, votre père vous attend », avait-elle dit d'une voix étrangement calme. Michel était sorti pour récupérer les sacs de sport des filles. En s'approchant de la voiture, il avait remarqué qu'Isabelle avait les yeux rouges et les mains crispées sur le volant. « Ça va ?» avait-il demandé par politesse. « Tout va très bien, Michel. Profite bien de tes filles. » Il y avait quelque chose d'inquiétant dans le ton d'Isabelle, une sorte de résignation mêlée de colère froide. Mais Michel était habitué à ces sautes d'humeur et n'y avait pas prêté plus d'attention. Isabelle était repartie sans un regard en arrière. C'était la dernière fois qu'on la voyait rue des Amidonniers. La soirée s'était déroulée normalement. Michel avait aidé Chloé avec ses devoirs de mathématiques pendant qu'Emma colorait un dessin pour sa maîtresse. Ils avaient dîné vers 20h, des pâtes bolognaises, le plat favori des filles, en regardant un épisode des Totally Spies sur France 3. Jean Petit, de l'autre côté de la cloison mitoyenne, entendait les rires des enfants et la voix de Michel qui leur lisait une histoire avant le coucher. Vers 21h30, le calme était revenu dans la maison voisine. Ce qui s'est passé cette nuit-là est resté un mystère pendant 7 ans. Les enquêteurs ont reconstitué minutieusement les dernières heures de la famille Lemaire, mais sans le témoignage de Jean Petit, jamais la vérité n'aurait éclaté.
Vers 23h15, Jean avait été réveillé par des bruits dans la rue. Sa chambre donnait sur la façade, et il avait l'habitude de jeter un œil dehors quand quelque chose troublait son sommeil. Ce qu'il avait vu l'avait pétrifié d'angoisse. Une camionnette blanche sans inscription était garée devant chez Michel. 2 hommes en étaient descendus et se dirigeaient vers la porte d'entrée. L'un d'eux portait une cagoule noire, l'autre avait le visage masqué par une casquette enfoncée sur les yeux. Jean avait immédiatement pensé à un cambriolage, mais quelque chose l'avait retenu d'appeler la police. L'homme à la casquette avait sorti une clé de sa poche et avait ouvert la porte sans forcer. Comment pouvait-il avoir une clé? S'était-il demandé, le cœur battant. Les 2 individus étaient restés dans la maison environ 20 minutes. Jean entendait des bruits sourds, comme des meubles qu'on déplace, mais aucun cri, aucun signe de lutte. Puis, la porte s'était rouverte. L'homme à la casquette était sorti en premier, seul. Quelques minutes plus tard, son complice avait émergé en portant ce qui ressemblait à un grand sac de sport noir. Ils avaient chargé le sac dans la camionnette et étaient repartis sans bruit. Jean était resté figé derrière ses rideaux, en sueur, incapable de bouger. Il avait attendu 1 heure avant de voir de la lumière chez Michel. Mais la maison était restée plongée dans l'obscurité. Au petit matin, Jean avait guetté les signes d'activité habituels. Michel qui sortait chercher le journal, les petites qui se préparaient pour l'école. Rien. À 8h30, il avait fini par sonner chez son voisin. Personne n'avait répondu. C'est Jean Petit qui avait donné l'alerte à 9h15 en appelant la police municipale. Il avait expliqué que ses voisins semblaient avoir disparu, mais il n'avait pas mentionné ce qu'il avait vu pendant la nuit. Cette omission allait le hanter pendant 7 longues années. L'inspecteur Claire Fontaine, de la brigade criminelle de Toulouse, avait été chargée de l'enquête dès les premières heures. Femme de terrain expérimentée, elle flairait immédiatement que cette disparition sortait de l'ordinaire. La maison des Lemaire ne présentait aucun signe d'effraction. La porte d'entrée était fermée à clé, les fenêtres intactes. À l'intérieur, rien ne suggérait une lutte ou un départ précipité. Les lits des filles étaient défaits, comme si elles avaient dormi normalement. Leur cartable était toujours dans l'entrée, prêt pour l'école. Dans la chambre de Michel, la situation était plus troublante. Le lit était fait, les vêtements de la veille soigneusement pliés sur la chaise. Mais son portefeuille, ses clés de voiture et son téléphone portable avaient disparu. La voiture de Michel, une Peugeot 307 bleue, n'était plus dans le garage. Les enquêteurs avaient immédiatement lancé un avis de recherche sur le véhicule dans toute la région Midi-Pyrénées. L'interrogatoire d'Isabelle, le lendemain matin, avait été particulièrement révélateur. Prévenue par la police de la disparition de ses filles et de son ex-mari, elle avait montré une réaction étonnamment mesurée. « Je ne suis pas surprise », avait-elle déclaré à l'inspecteur Fontaine. Michel était très instable ces derniers temps. Il parlait de partir loin avec les petites, de recommencer sa vie ailleurs. Il supportait mal le divorce. Quand on lui avait demandé si Michel avait déjà menacé d'enlever les enfants, Isabelle avait hésité avant de répondre. Il disait parfois qu'il préférerait mourir plutôt que de me laisser la garde exclusive. Cette déclaration avait orienté les premières recherches vers la piste du suicide familial. Les enquêteurs avaient fouillé les points d'eau de la région. La Garonne, le canal du Midi, les lacs de loisirs des environs. Des plongeurs avaient inspecté les zones les plus profondes, sans résultat. Parallèlement, l'hypothèse de la fuite avait été explorée. Michel avait-il pu organiser une disparition volontaire avec ses filles? Les vérifications bancaires montraient qu'aucun retrait important n'avait été effectué avant la disparition. Son compte en banque n'avait plus été utilisé depuis le 23 septembre. La Peugeot 307 avait été retrouvée 3 jours plus tard, abandonnée sur le parking d'un hypermarché de la banlieue nord de Toulouse. Le véhicule était vide, sans trace de violence. Les caméras de surveillance du magasin ne couvraient pas la zone où la voiture était garée. Les semaines suivantes avaient été rythmées par de multiples témoignages, la plupart erronés. Une famille ressemblant aux Lemaire avait été aperçue dans une station-service près de Carcassonne. Un homme et 2 fillettes avaient été vus embarquant dans un ferry à Sète. Chaque piste
étaient minutieusement vérifiées et s'avéraient sans fondement. L'enquête sociale avait révélé que Michel ne présentait aucun signe de déséquilibre psychologique récent. Ses collègues de travail le décrivaient comme un homme certes fatigué par la procédure de divorce, mais nullement suicidaire. Au contraire, il semblait soulagé par la décision du tribunal et parlait avec enthousiasme de ses projets avec les filles. L'inspecteur Fontaine avait également interrogé tous les voisins de la rue des Amidonniers. Personne n'avait rien remarqué d'anormal dans la nuit du 23 au 24 septembre. Jean Petit, questionné comme les autres, avait confirmé avoir donné l'alerte le lendemain matin, mais avait omis de mentionner la camionnette blanche et les deux hommes. « J'aurais dû parler dès le début », devait-il confesser des années plus tard, mais j'avais peur. Ces hommes avaient l'air dangereux, et si jamais ils apprenaient que j'avais parlé, cette peur du témoignage, si courante dans les affaires criminelles, allait coûter 7 années d'angoisse à de nombreuses familles. Côté technologique, les enquêteurs disposaient des moyens de 2004. Pas encore de géolocalisation systématique des téléphones portables, pas de caméras de vidéosurveillance omniprésentes. Le portable de Michel avait émis son dernier signal vers 23h30 le 23 septembre, depuis une antenne couvrant le quartier Saint-Cyprien. Puis, plus rien. Les écoutes téléphoniques d'Isabelle n'avaient rien donné. Ses communications étaient banales. Appel à sa sœur, à ses collègues de l'hôpital, rendez-vous médicaux, aucune conversation suspecte. Au bout de 6 mois, l'enquête piétinait. Les indices matériels étaient quasi inexistants, les témoignages contradictoires. L'affaire Lemaire rejoignait la longue liste des disparitions non élucidées. Pour les proches de Michel et des fillettes, l'épreuve ne faisait que commencer. Laurent Lemaire, le frère de Michel, avait pris la tête d'un comité de soutien qui organisait régulièrement des battues citoyennes dans la campagne toulousaine. Des affiches avec les photos de Michel, Emma et Chloé avaient fleuri sur tous les murs de la ville. « On ne peut pas faire le deuil tant qu'on ne sait pas », expliquait Laurent aux journalistes locaux. Sont-ils morts? Sont-ils séquestrés quelque part? Cette incertitude nous dévore. Les parents de Michel, Georges et Simone Lemaire avaient vieilli de 10 ans en quelques mois. Georges, ancien ouvrier métallurgiste, passait ses journées à arpenter les rues de Toulouse en distribuant des tracts. Simone avait fait une dépression nerveuse et avait dû être hospitalisée. Du côté d'Isabelle, la situation était différente. Après les premiers mois d'enquête, elle avait repris son travail à l'hôpital Purpan. Ses collègues la décrivaient comme étrangement sereine pour une mère dont les enfants avaient disparu. Elle ne parlait jamais d'Emma et de Chloé, se souvenait Marie Castan, infirmière dans le même service. Quand on lui demandait des nouvelles de l'enquête, elle répondait juste que la police faisait son travail. Ça nous mettait mal à l'aise. Isabelle avait déménagé de son appartement du boulevard de Strasbourg 6 mois après la disparition. Elle s'était installée dans une maison qu'elle avait héritée de ses grands-parents à Lavore, à une 30aine de kilomètres de Toulouse. Cette propriété, entourée de 3 hectares de terrain, était isolée à la sortie du village. Elle disait qu'elle avait besoin de calme, de retrouver ses racines, expliquait sa sœur Martine. Mais on trouvait bizarre qu'elle s'éloigne au moment où les recherches continuaient. Jean Petit, lui, vivait un cauchemar silencieux. Chaque nuit, il revoyait la scène. La camionnette blanche, les 2 hommes, le sac qu'ils avaient emporté. Il avait envisagé 1000 fois de contacter la police, mais la peur le paralysait. Et si ces types revenaient? Et si j'étais le prochain sur leur liste? Se demandait-il sans cesse. Pour tenter d'oublier, Jean avait vendu sa maison de la rue des Amidonniers en 2006 et était parti vivre chez sa fille à Albi. Mais le changement de décor ne suffisait pas à chasser ses démons. Entre 2005 et 2010, l'affaire Lemaire connaissait des rebondissements sporadiques qui relançaient l'espoir des familles. Un corps d'enfant découvert dans un bois, près de Castres. Il s'agissait d'une fillette décédée accidentellement dans les années 1980. Des ossements trouvés par des promeneurs au bord du Tarn, ceux d'un animal. Chaque fois, l'identification formelle brisait les espoirs et replongeait les proches dans l'angoisse. L'inspecteur Fontaine n'avait jamais refermé le dossier.
Régulièrement, elle relançait des vérifications, interrogeait de nouveaux témoins potentiels, suivait des pistes ténues. Elle avait acquis la conviction que Michel Lemaire n'avait pas organisé sa propre disparition. Un père qui veut fuir avec ses enfants ne laisse pas leur cartable prêt pour l'école, répétait-elle à ses collègues. Il y a eu un acte criminel cette nuit-là, j'en suis certaine. Mais sans éléments nouveaux, l'enquête stagnait. Les moyens techniques s'amélioraient, géolocalisation, analyse ADN plus fine, exploitation des données informatiques. Mais il fallait d'abord avoir quelque chose à analyser. En 2008, Isabelle s'était remariée avec un collègue de l'hôpital, Philippe Vidal, anesthésiste de 10 ans son aîné. Le couple vivait discrètement dans la propriété de Lavore, entretenant un grand potager et élevant quelques poules. Isabelle avait refait sa vie, observait sa sœur Martine. Elle semblait apaisée, comme si elle avait tourné la page. Parfois, ça nous choquait qu'elle paraisse si détachée du sort de ses filles. Cette nouvelle union avait surpris l'entourage d'Isabelle. Elle, qui avait toujours été exclusive et possessive, s'était attachée à un homme divorcé, père de 2 adolescents. Philippe Vidal était décrit comme quelqu'un de stable et de bienveillant, qui ne posait jamais de questions sur le passé de sa nouvelle épouse. Du côté de Jean Petit, la culpabilité rongeait sa santé. Cet homme qui avait toujours été droit et honnête ne se pardonnait pas son silence. Il avait développé des troubles du sommeil, des crises d'angoisse, une tendance à l'isolement qui inquiétait sa fille Brigitte. Papa n'était plus le même depuis qu'il avait quitté Toulouse, se souvenait-elle. Il parlait peu, ne sortait plus, passait des heures à regarder les informations en espérant entendre parler de l'affaire Lemaire. En septembre 2010, 6 ans jour pour jour après la disparition, les médias locaux avaient consacré plusieurs reportages à l'affaire Lemaire. France 3 Midi-Pyrénées avait diffusé un documentaire d'1 heure. Disparition à Toulouse, le mystère Lemaire, qui avait relancé l'intérêt du public. Laurent Lemaire était intervenu longuement, implorant les témoins potentiels de se manifester. 6 ans, c'est long pour garder un secret, avait-il déclaré face caméra. Si quelqu'un sait quelque chose, même un détail qui peut paraître insignifiant, qu'il appelle la police. Notre famille a besoin de savoir. Ce documentaire avait profondément marqué Jean Petit. En voyant la détresse de Laurent, les photos d'Emma et Chloé, il avait été pris d'une crise de larmes incontrôlable. Sa fille Brigitte l'avait trouvé effondrée devant son téléviseur. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette histoire vous bouleverse autant ?» Pour la première fois, Jean avait failli craquer. Il avait ouvert la bouche, puis s'était ravisé. Il n'était pas encore prêt à porter le poids de la vérité. Pourtant, cette soirée avait marqué un tournant. Jean avait commencé à noter par écrit ce qu'il avait vu cette nuit de septembre 2004. Il décrivait minutieusement la camionnette, l'apparence des 2 hommes, le déroulement des événements. Ces notes, il les cachait dans une boîte en fer sous son lit, comme un testament qu'il léguerait à sa fille le moment venu. C'est aussi en 2010 que l'inspecteur Fontaine avait décidé de rouvrir officiellement l'enquête. Les nouvelles technologies permettaient d'exploiter différemment les indices collectés 6 ans plus tôt. L'analyse des fibres textiles trouvées dans la Peugeot 307, les traces ADN prélevées dans la maison, les données téléphoniques archivées, tout était repassé au crible. Cette relance avait inquiété Isabelle. Pour la première fois depuis des années, elle avait contacté un avocat, maître Sandrine Leclerc, spécialisée en droit pénal. Officiellement, elle voulait connaître ses droits concernant l'héritage de Michel, toujours porté disparu. Madame Vidal semblait nerveuse, se souvenait l'avocate. Elle posait beaucoup de questions sur les prescriptions, sur ce qui se passerait si de nouveaux éléments apparaissaient. J'ai trouvé sa démarche étrange pour quelqu'un qui était censé souhaiter que la vérité éclate. Au début de l'année 2011, Jean Petit avait commencé à souffrir de violentes douleurs abdominales. Les examens médicaux pratiqués à l'hôpital d'Albi avaient révélé un cancer du pancréas à un stade avancé. Le pronostic était sombre. Quelques mois de vie au maximum. Cette annonce avait étrangement libéré Jean. Face à la mort, ses peurs d'homme vivant perdaient de leur consistance. Qu'est-ce qui pouvait lui arriver de pire maintenant? Papa a changé du jour au lendemain après l'annonce du diagnostic, racontait Brigitte.
Il est devenu plus déterminé, comme s'il avait une mission à accomplir avant de partir. Jean avait refusé les traitements lourds qui n'auraient dû fait que prolonger ses souffrances. Il préférait garder sa lucidité pour mener à bien ce qu'il considérait désormais comme son devoir. En mars 2011, il avait été hospitalisé pour une crise particulièrement violente. C'est à ce moment-là qu'il avait pris sa décision définitive. Le 15 mai 2011, sentant ses forces décliner rapidement, Jean Petit avait demandé à sa fille de contacter la police de Toulouse. « Dites-leur que j'ai des informations capitales sur l'affaire Lemaire », avait-il murmuré. « Dites-leur de venir vite, avant qu'il ne soit trop tard. » L'inspecteur Fontaine s'était déplacé le jour même à l'hôpital d'Albi. Elle avait trouvé Jean Petit dans un état critique, mais parfaitement conscient. Quand il avait commencé à parler, elle avait immédiatement compris que ce témoignage allait tout changer. « J'aurais dû vous parler depuis longtemps », avait commencé Jean Petit d'une voix faible mais déterminée. « J'ai eu peur, et à cause de ma lâcheté, une famille entière a souffert pendant 7 ans. » L'inspecteur Fontaine avait mis en marche son enregistreur. Ce qui allait suivre constituerait l'élément déclencheur de la résolution de l'affaire. Jean avait raconté dans le détail ce qu'il avait vu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2004. La camionnette blanche, les 2 hommes dont l'un avait une clé de la maison, le sac noir qu'ils avaient emporté. Mais ce qui avait le plus frappé l'inspecteur Fontaine, c'était un détail que Jeanne avait gardé pour la fin. « L'homme à la casquette », avait-il murmuré en se redressant péniblement sur son lit d'hôpital. Quand il est ressorti de chez Michel, il a retiré sa casquette quelques secondes pour s'essuyer le front. Il y avait un réverbère juste en face. J'ai pu voir son visage. Jean avait marqué une pause, reprenant son souffle. L'inspecteur Fontaine retenait le sien. C'était quelqu'un que je connaissais de vue, un homme qui venait parfois rue des Amidonniers. Je l'avais vu plusieurs fois en discussion avec Isabelle, même après le divorce. Il avait une cicatrice en forme de croissant sur la joue gauche. Impossible de se tromper. Cette description avait immédiatement évoqué quelque chose à l'inspecteur Fontaine. Dans les dossiers de l'enquête initiale, un nom était plusieurs fois mentionné. Didier Martel, un homme de 45 ans en 2004, portant effectivement une cicatrice caractéristique à la joue gauche. Didier Martel était un ancien patient d'Isabelle à l'hôpital Purpan. Admis en 2003 pour une intervention chirurgicale, il avait développé une relation particulière avec l'infirmière qui s'occupait de lui. Les collègues d'Isabelle se souvenaient de cet homme, qui revenait régulièrement aux consultations externes, toujours demandant spécifiquement à être pris en charge par Madame Lemaire. Isabelle disait qu'il était un peu collant, se rappelait Marie Castan. Mais elle ne s'en plaignait pas vraiment. Elle disait qu'il était reconnaissant et qu'il l'aidait parfois pour de petits services. Les vérifications menées en 2004 avaient révélé que Didier Martel avait un casier judiciaire. Plusieurs condamnations pour vol, une agression sur son ex-épouse, des problèmes de drogue. Mais son alibi pour la nuit du 23 septembre avait paru solide. Il était censé être chez sa sœur à Montauban. Avec le témoignage de Jean Petit, cet alibi volait en éclats. L'inspecteur Fontaine avait immédiatement relancé les recherches sur Didier Martel. Ce qu'elle découvrait confirmait ses pires soupçons. Depuis 2004, l'homme avait eu plusieurs démêlés avec la justice. Trafic de stupéfiants, violence en réunion, association de malfaiteurs. Il évoluait dans un milieu de petite délinquance toulousaine. Plus troublant encore, les relevés téléphoniques d'Isabelle de septembre 2004, réexaminés avec cette nouvelle piste, révélaient plusieurs appels vers un numéro attribué à Martel dans les jours précédant la disparition. Ces communications étaient passées inaperçues lors de l'enquête initiale, car le numéro était enregistré sous un faux nom. Le 20 mai 2011, Didier Martel était interpellé à son domicile de la banlieue toulousaine. Confronté aux témoignages de Jean Petit et aux preuves téléphoniques, il avait d'abord nié, puis était rapidement passé aux aveux partiels. « Oui, j'étais rue des Amidonniers cette nuit-là », avait-il fini par admettre, mais ce n'était pas mon idée. Isabelle m'avait demandé de l'aider. Selon ses déclarations, Isabelle lui avait proposé 10 000 € pour faire peur à Michel et lui donner une bonne leçon.
Elle voulait qu'il comprenne qu'elle ne se laisserait pas faire concernant la garde des enfants. Elle m'avait dit qu'elle avait gardé un double des clés, expliquait Martel. On devait juste entrer, saccager un peu la maison, peut-être tabasser Michel pour qu'il comprenne le message. Pas plus. Mais les choses avaient mal tourné. Quand Martel et son complice, un dénommé Frédéric Santos, connu pour des faits de violence, étaient entrés dans la maison, Michel s'était réveillé. Il avait tenté de résister, de protéger ses filles qui pleuraient dans leur chambre. « Santos a perdu les pédales !» poursuivait Martel. « Il a frappé trop fort. Michel s'est écroulé, il ne bougeait plus, et les petites criaient, elles criaient. » Face à cette situation qui dérapait, les deux hommes avaient paniqué. Ils avaient contacté Isabelle, qui était arrivée sur les lieux vers 1h du matin. Ce qu'elle avait découvert l'avait mise dans une rage folle. Elle gueulait qu'on était des incapables, qu'on avait tout gâché, se souvenait Martel. Mais après, elle est devenue très froide. Elle a dit qu'il fallait faire disparaître les preuves. C'est Isabelle qui avait orchestré la suite des événements. En tant qu'infirmière, elle savait comment faire pour que les corps ne soient jamais retrouvés. Elle possédait dans sa propriété de Lavore un puits artésien profond de plus de 80 mètres, creusé par ses grands-parents dans les années 1950 et depuis longtemps à sec. Michel et les deux fillettes, inconscients mais encore vivants selon Martel, avaient été transportés dans le sac de sport jusqu'à la camionnette. Direction Lavore, où Isabelle les attendait avec des sacs plastiques et de la chaux vive qu'elle avait achetée quelques jours plus tôt sous prétexte de travaux de jardinage. « Je ne voulais pas rester pour voir ça », affirmait Martel. « Mais Isabelle m'a dit que si je partais, elle dirait à la police que tout était mon idée. » Selon ses déclarations, c'est Isabelle elle-même qui avait achevé Michel et ses filles avant de faire disparaître les corps dans le puits. Martel et Santos avaient ensuite été chargés d'abandonner la Peugeot 307 sur le parking de l'hypermarché pour faire croire à une fuite. Les 10 000 € promis n'avaient jamais été versés. Isabelle prétextait qu'avec l'enquête, il était trop risqué de faire des mouvements d'argent suspects. Elle maintenait Martel sous pression en lui rappelant qu'il était complice d'un triple meurtre. L'arrestation d'Isabelle avait eu lieu le 22 mai 2011. Dans sa propriété de Lavore. Philippe Vidal, son époux, était effondré. Il affirmait n'avoir jamais rien soupçonné et découvrir avec horreur la véritable personnalité de sa femme. « Elle était si douce, si attentionnée », répétait-il aux enquêteurs. « Jamais je n'aurais pu imaginer qu'elle soit capable d'une chose pareille. » Les fouilles de la propriété avaient recommencé immédiatement. Le puits artésien se trouvait au fond du terrain, masqué par une végétation dense qu'Isabelle entretenait soigneusement depuis 2004. Quand les plongeurs étaient descendus avec leur matériel spécialisé, ils avaient effectivement trouvé des restes humains à plus de 60 mètres de profondeur. L'identification formelle avait pris plusieurs semaines, mais les tests ADN avaient confirmé ce que tout le monde redoutait. Les ossements appartenaient bien à Michel, Emma et Chloé Lemaire. Confrontée aux preuves et aux témoignages de ses complices, Isabelle avait fini par craquer, mais sa version des faits différait sensiblement de celle de Martel. Selon elle, Michel était effectivement mort des suites des coups reçus, mais les fillettes étaient décédées accidentellement d'une overdose de sédatifs qu'elle leur avait administré pour les calmer. « Je ne voulais pas qu'elles souffrent », plaidait-elle. « Elles avaient vu leur père mourir, elles étaient en état de choc. J'ai voulu les endormir le temps de réfléchir à une solution, mais j'ai mal dosé les produits. » Cette version était contestée par l'expertise médico-légale. L'état des corps ne permettait pas de déterminer avec certitude les causes exactes du décès, mais les traces de chaux vive suggéraient qu'Isabelle avait voulu accélérer la décomposition, ce qui était incompatible avec un accident. Au cours des interrogatoires, le portrait psychologique d'Isabelle s'affinait. Les experts décrivaient une personnalité narcissique, incapable d'accepter l'échec ou la remise en cause. La décision du juge de confier la garde partagée à Michel avait été vécue comme une humiliation insupportable. Pour elle, Michel lui avait volé ses enfants, expliquait le psychiatre expert. Elle préférait les voir mortes plutôt que dans les bras d'une autre femme.
C'est un schéma classique de possession maternelle pathologique. Isabelle avait également révélé comment elle avait manipulé Didier Martel. Profitant de l'attachement maladif qu'il avait développé pour elle à l'hôpital, elle l'avait convaincu qu'elle était victime de violences conjugales et que Michel menaçait de lui retirer définitivement ses filles. Elle savait exactement quel bouton presser, analysait l'inspecteur Fontaine. Martel était un homme fragile, avec un passé difficile. Elle s'est servie de ses sentiments pour en faire un instrument de sa vengeance. Le procès d'Isabelle Lemaire, devenue Vidal, s'était ouvert en mars 2013 devant la cour d'assises de Haute-Garonne. L'affaire avait suscité un émoi considérable dans la région toulousaine. La salle d'audience était comble chaque jour, avec de nombreux journalistes et des membres du public venus assister à ce procès hors norme. Laurent Lemaire et ses parents s'étaient constitués partie civile. Ils réclamaient non seulement des dommages et intérêts, mais surtout que la vérité soit établie publiquement. 7 ans d'angoisse, 7 ans à espérer et à craindre, avait déclaré Laurent à la barre. À cause d'elle, nous avons vécu un enfer. Elle nous a laissé nous morfondre, alors qu'elle savait exactement ce qui était arrivé à mon frère et à mes nièces. L'avocat d'Isabelle, maître Leclercu, avait tenté de plaider les circonstances atténuantes. Selon elle, sa cliente était elle-même victime d'un système judiciaire qui favorisait les pères au détriment des mères, et la procédure de divorce l'avait menée à un état de détresse psychologique extrême. Cette plaidoirie avait indigné l'assistance. Plusieurs témoins étaient venus décrire le comportement manipulateur d'Isabelle pendant la procédure de divorce, ses mensonges répétés, ses tentatives de monter les enfants contre leur père. Didier Martel et Frédéric Santos, jugés en co-accusation, avaient tenté de minimiser leur rôle. Ils se présentaient comme des exécutants manipulés par une femme intelligente et déterminée, mais leur casier judiciaire et le caractère prémédité de leurs actes plaidaient contre eux. L'un des moments les plus poignants du procès avait été le témoignage de Jean Petit. Affaibli par la maladie, mais déterminé à aller jusqu'au bout, il s'était présenté à la barre en fauteuil roulant pour raconter une dernière fois ce qu'il avait vu cette nuit de septembre 2004. « Je regrette chaque jour de ne pas avoir parlé plus tôt », avait-il déclaré d'une voix tremblante. « Si j'avais eu le courage de témoigner immédiatement, peut-être que cette famille aurait pu faire son deuil plus dignement. » Jean Petit était décédé 2 semaines avant le verdict, emportant avec lui le poids de 7 années de silence. Sa fille Brigitte avait lu devant la cour une lettre qu'il avait écrite pour les familles des victimes. « J'espère que ma tardive confession permettra enfin aux âmes de Michel, Emma et Chloé de reposer en paix. » Le 15 juin 2013, après 3 jours de délibération, la cour d'assises avait rendu son verdict. Isabelle Vidal était reconnue coupable d'assassinat sur Michel Lemaire et de meurtre sur Emma et Chloé Lemaire. Elle était condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Didier Martel éclopait de 25 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et meurtre. Frédéric Santos, reconnu coupable d'assassinat sur Michel Lemaire, était condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Dans son dernier mot, Isabelle n'avait exprimé aucun regret. « Mes filles sont avec moi pour l'éternité », avait-elle simplement déclaré. Personne ne pourra jamais nous séparer. Cette phrase glaçante avait provoqué des cris dans la salle d'audience. Laurent Lemaire avait dû être retenu par les gendarmes, tant sa colère était grande. À l'annonce du verdict, Georges et Simone Lemaire s'étaient effondrés en larmes. Après 9 ans d'incertitude, ils pouvaient enfin faire leur deuil et organiser des funérailles dignes pour leur fils et leur petite-fille. Les obsèques de Michel, Emma et Chloé Lemaire ont eu lieu le 3 juillet 2013 au cimetière de Toulouse-Souptard. Plus de 500 personnes s'étaient déplacées pour rendre un dernier hommage à cette famille brisée par la folie d'une mère possessive. Laurent Lemaire avait prononcé un éloge funèbre émouvant. Michel était un père aimant qui ne demandait qu'à voir grandir ses filles. Emma et Chloé étaient des enfants joyeuses qui avaient toute la vie devant elles. Ils ont été victimes de la haine d'une femme qui a préféré détruire plutôt que de partager.
La propriété de Lavore, où les corps avaient été découverts, a été vendue aux enchères. Philippe Vidal, brisé par la révélation de la véritable nature de son épouse, avait déménagé dans le sud de la France et avait repris son nom de jeune fille pour ses enfants. L'inspecteur Claire Fontaine a reçu une promotion et a été muté à la direction centrale de la police judiciaire à Paris. Elle garde dans son bureau une photo de Michel, Emma et Chloé pour se rappeler qu'il ne faut jamais abandonner, même quand tout semble perdu. « Cette affaire m'a marqué à vie », confie-t-elle. Elle montre à quel point la nature humaine peut être sombre, mais aussi que la vérité finit toujours par éclater, même au bout de 7 ans. Rue des Amidonniers, la maison de la famille Lemaire a été rachetée par de nouveaux propriétaires qui ignoraient son histoire tragique. Une plaque commémorative a été posée par la mairie de Toulouse en mémoire de Michel, Emma et Chloé. Brigitte Petit, la fille de Jean, a créé une association d'aide aux témoins de crimes qui n'osent pas parler par peur de représailles. « Mon père a vécu un enfer pendant 7 ans, explique-t-elle. J'espère que son histoire encouragera d'autres personnes à avoir le courage de témoigner. Cette affaire nous montre comment la jalousie et la possessivité peuvent transformer l'amour maternel en arme de destruction massive. Elle révèle aussi l'importance cruciale du témoignage citoyen dans la résolution des crimes les plus complexes. La confession tardive de Jean Petit a permis de résoudre l'une des énigmes criminelles les plus troublantes de la région toulousaine. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette histoire? La capacité de manipulation d'Isabelle? Le courage tardif mais déterminant de Jean Petit? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette enquête vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations. Laissez un like si cette reconstitution vous a touché et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles comme celle-ci.